pour tous, on était rassurés que l'enfant devait être évacué. À la grande surprise, la famille, quand on passe à l'hôpital, souvent le professeur n'est pas là et on n'avait personne à qui s'adresser de façon officielle pour nous renseigner. Donc, il fallait soit attendre le retour du professeur, donc ça a pris vraiment un laps de temps qui a fait que l'enfant vraiment elle est tombée en rechute. Le ministère des Affaires sociales, qui attendait aussi un retour du professeur Nkwambo. Parce qu'effectivement, nous avons rencontré le professeur à plusieurs reprises. Il nous avait bien rassuré qu'il avait le dossier en main, qu'il avait déjà entamé les démarches. Et le jour de la visite du Premier ministre et de la ministre des Affaires sociales, qui se sont échangés des contacts, qu'il avait pris l'engagement de faire de son possible afin que l'enfant soit évacué. Et jusque-là, on ne nous a jamais présenté un devis. Et le ministère des Affaires sociales aussi, par le biais de la ministre, ils avaient déjà signé ce papier pour évacuer l'enfant. Et donc, on n'attendait que le devis. Mais dans l'attente du devis, Monsieur Christian Perrin, je vous dis, l'enfant, donc tous les efforts que nous avons eu à fournir, c'était en vain. L'enfant encore tombé en rechute. Et quand la maladie est revenue, ben, elle est revenue avec une force où l'enfant ne pouvait plus. Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir qui revient sur un cas social, un cas que vous avez probablement déjà suivi sur les réseaux sociaux. Il s'agit de l'affaire Ursia Bandou, à qui nous rendons d'ailleurs hommage, d'autant plus qu'elle n'est plus de ce monde et c'est tout à fait dommage. En reparler, c'est une manière pour nous de chercher à comprendre comment fonctionne le système de santé du Congo-Brazzaville, mais surtout l'intérêt et la valeur que l'on accorde à la vie humaine. C'est ainsi que nous recevons sur ce plateau M. Klech Luzolo Lwanzambi. Vous êtes président du club Jeunesse Consciente. Bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous remercie. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie, Monsieur Klech Luzolo Lwanzambi. Bienvenue aussi à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois sur Téléart TV. Likez et partagez pour nous aider à mieux vulgariser l'information. Surtout, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenu de nos prochains numéros. Vous pouvez aussi nous soutenir en envoyant les étoiles. Moi, c'est Christian Perrin. Monsieur Klech Luzolo Lwanzambi, vous avez suivi le cas social de la petite Ursia Mbondu, pour qui une dynamique de solidarité s'était finalement constituée autour d'elle pour tenter de la sauver. Elle était d'ailleurs en voie d'être évacuée sanitairement. Mais seulement, voilà, quelques mois plus tard, nous apprenions qu'elle venait de décéder. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez rencontré la petite Ursia Mbondu? Merci, monsieur le journaliste. Ursia Ponzou, c'est une fillette que j'ai rencontrée via les réseaux sociaux par une publication de monsieur Selmon Koumba, qui est journaliste de la presse écrite. Et par la suite, les Congolais de la diaspora qui sont partenaires avec nous, qui nous ont toujours assistés dans nos différentes actions que nous avons eu à mener, m'ont contacté pour me demander de me rapprocher auprès de cette famille et voir dans quelle mesure qu'on pouvait assister ses parents. Et c'est par la suite, arrivé à Brazzaville, que je me suis dirigé vers eux. Et le premier contact, j'allais dire, s'est fait le 7 septembre, non, novembre au niveau de Brazzaville. Et c'était quoi exactement la petite histoire? Oui, on vous emmenait une fillette, un bébé, encore un bébé. C'est quoi? Le problème, c'était quoi? Bon, mais Ursia Ponzou, déjà, elle est née à Lodima. Et donc, dans le département de la Bouenza, où il n'y a pas des hôpitaux dignes de ce nom. Et donc, elle n'est pas née avec la maladie, d'après les explications que nous avons eues de ses parents. Et c'était une infection au départ. Ils se sont rendus à Pointe-Noire pour aller soigner l'enfant. Et arrivé à Pointe-Noire par manque de moyens, bien qu'il y avait le service social, ils n'ont pas pu trouver satisfaction dans les attentes. Ils sont repartis à l'Oudima et 6 mois après, la maladie vraiment avait pris de l'ampleur. Et c'est par là que nous constatons que c'était qu'on pouvait aider cette famille.
D'où la participation des Congolais et le journaliste Selmon Koumba qui s'est rendu à l'Udima, aller les chercher, les ramener au niveau de Brazzaville, et pour enfin voir dans quelle mesure aider l'enfant. Et quand ils arrivent à Brazzaville, nous avons pu mobiliser les fonds parce que nous avons des donateurs qui ont contribué. Il y en a qui étaient l'anonymat. En tout cas, les gens ne sont pas restés indifférents suite à ce cas. Oui, Tout mais ça qu'on attends, n'avait pas. avant qu'on arrive à ce niveau-là, vous dites que c'est le journaliste Selman Koumba qui est allé le chercher, vous avez dit, là où elle était, c'est-à-dire, mais vu la gravité de la maladie, et pourquoi est-ce que les hôpitaux ou l'hôpital de Loudima ne l'a pas évacué sur Brazzaville? C'est plutôt un journaliste, quelqu'un de bonne volonté d'ailleurs, qu'il faut saluer, qui va chercher cet enfant pour l'amener à Brazzaville. Bon, déjà pour l'Udima, je n'ai pas connaissance qu'il y a un hôpital digne de ce nom. Je n'ai pas connaissance. Mais seulement, ils avaient déjà essayé pour une première fois quand la maladie venait de se déclencher. Ils se sont rendus à Pointe-Noire. Ils avaient aussi commencé un traitement, mais par manque de moyens, et ils étaient obligés de repartir à l'Udima. Et par la suite, quand l'enfant tombe en rechute, c'est là où nous, on est saisis. Et seulement Kumba décide d'aller les chercher parce qu'à l'Udima, il y a pas un hôpital digne de ce nom. Et pour les ramener ici à Brazzaville pour bénéficier des soins. L'enfant arrivé une fois à Brazzaville, nous sommes dirigés au CHU pour recommencer à faire un bilan général avec scanner et cancer. Et quand nous arrivons au CHU, malheureusement, nous avons été reçus par le docteur Mabika, je pense, si je ne me trompe pas, qui a commencé par faire un premier pansement. Malheureusement, qui nous informe qu'il fallait qu'on reparte sur Pointe-Noire, là où l'enfant veut commencer le traitement et revenir à Brazzaville après avoir obtenu les cures de chimiothérapie pour l'opération. Et sans oublier, nous, on ne savait pas qu'au CHU, il y avait un service de carcinologie qui était sous la direction du professeur Nkwambo. Et donc, il y a eu un temps mort. Et quand on revient, parce qu'il fallait faire un pansement, l'œil de l'enfant commençait déjà à sentir très mauvais. Et donc, dans la semaine, il fallait 2, 3 pansements. D'ailleurs, il est arrivé une fois, on arrive au CHU, on n'a pas pu faire un pansement au niveau à l'enfant. Et donc, le docteur nous dit, il fallait prendre rendez-vous. On dit, mais là, c'est un cas de force majeure. Et on était obligé, par les docteurs que nous connaissons, parce que nous sommes dans le social, donc nous avons quand même un carnet d'adresses un peu élargi. C'est là où nous nous dirigeons à l'hôpital de base de Makelekele, là où nous avons négocié un pansement, chose qui était c'était vraiment triste hein, de voir un tel comportement. Mais après, c'est là où nous avons pris la décision de faire évacuer l'enfant au niveau de Kinshasa. Donc, nous avons pris des contacts avec la clinique de Ngaliema. Nous avons adressé une demande au niveau de la DGST parce que nous étions en période de Covid. Il fallait une ouverture spéciale du beach. Nous avons obtenu l'autorisation de sortie. À Kinshasa aussi, nous avons mené des démarches. Donc, à 3 jours de notre traversée, ben, c'est là où nous sommes orientés au CHU, au service du professeur Pouambo. Le 9, Mais oui, le 9, qui, qui vous a orienté vers les services du professeur Kwambon? C'est un c'est service de cancérologie, c'est bien cela? oui, de cancérologie, oui. Dans le démarche, parce que nous avons des partenaires, un mouvement qu'on appelle MAM, et qui était déjà en collaboration avec les affaires sociales. Donc, c'est eux qui nous demandent d'aller rencontrer le professeur Nkwambon, qu'il y avait un service qui existait. Et nous sommes partis. C'est là où le professeur Nkwambon prend la paternité de cette affaire et ordonne à ses collaborateurs de mettre Ursa Ponzo en salle. Mais après, vous êtes allé revoir le médecin qui vous avait reçu au départ, qui vous avait dit et qui vous avait renvoyé à Pointe-Noire. Et pourquoi ne vous avait-il pas dit qu'il y avait un service cancérologie au CHU? Nous ne sommes pas allés, mais quand on a rencontré le professeur Nkwambo, nous l'avions signalé que nous avons d'abord été reçus par le docteur Mabika, qui ne nous a pas donné l'information qu'il y avait votre service qui existait. Et par la suite, je crois que c'est le professeur Nkwambo qui avait rappelé le docteur pour lui faire, je ne sais pas si c'est des remarques ou voilà, lui faire part de la situation. Et par la suite, le docteur, on m'avait fait part par les parents de Ursia, que le docteur Mabike, il était descendu jusqu'à la salle pour venir me chercher. Donc, pour lui, il trouvait anormal que je puisse le dénoncer, s'il faut le dire, il faut l'appeler ainsi, au niveau à l'endroit du professeur Kwambo.
Et le service de cancérologie, puisque vous parlez du professeur Kwambo, c'est un service privé ou bien ça appartient au CHU? C'est un service Non, public? ça appartient au CHU. Ça appartient au CHU. Il y a même deux professeurs. Ça appartient au CHU. Oui, c'est dans l'enceinte du CHU. Et donc, vous avez voulu traverser, vous avez dit vers Kinshasa, et c'est là qu'on vous dit, il y a un service au CHU. Après, qu'est-ce qui s'est fait lorsque le professeur Kwambon prend l'affaire en main? La suite, c'est quoi? Bon, mais quand on met l'enfant en salle, effectivement, c'est par là où on nous demande des examens. Déjà, au niveau du CHU, le scanner aussi, il ne fonctionne pas. Donc, il était question de prendre l'enfant, Ursia Ponzo, l'emmener à l'hôpital de Mfilou, l'hôpital sino-congolaise, je crois, où il fallait aller passer le scanner. Donc, déjà, c'était difficile pour nous pour se déplacer parce que déjà, il fallait prendre des taxis, s'appuyer, ça dérangeait. Bon, mais au moins, nous avons pu obtenir, après, ils nous ont donné Et une ordonnance pour commencer le traitement du chimiothérapie. pourquoi prendre les taxis? Il n'y a pas d'ambulance au CHU? Pour notre cas, le cas Ursia Panzo, il n'y avait pas une ambulance à disposition. Et sachant que, bon, l'enfant, elle était portée souvent par la maman qui lui mettait qui lui portait sur son dos. Donc, généralement, les courses, on les faisait en taxi. Et donc, jusqu'à ce niveau-là, vous n'aviez pas encore rassemblé le montant. Oui, le montant, non, le montant global, quand nous avons pu rencontrer le docteur Ovaga de la clinique Sécurex, il nous avait présenté un devis que le Maroc nous avait mis à disposition de 24 millions CFA. Mais nous, sachant qu'on n'avait pas pu totaliser les 24 millions, nous étions autour de 4 millions. C'est là où on avait pensé partir à Kinshasa. Mais une fois arrivé au CHU, quand on nous présente le devis, on s'est dit, bon, ben, gérons le problème ici sur place et allons frapper aux affaires sociales afin qu'ils prennent le relais. Et c'est ce qui fut fait. Nous avons eu la visite de Madame de la Fondation Sunga, Danielle Sassou, que je remercie dès les premiers jours. Elle est venue sur les lieux, elle a dépêché quelqu'un, elle a mis à disposition une enveloppe au niveau des parents. Et par la suite, la ministre des Affaires sociales, Madame Irène, qui a délégué la directrice de son département qui est en charge des affaires de ce genre de situation, de cas, qui venait toutes les semaines pour s'enquérir de l'association, de la situation, excusez-moi. Et c'est ce qui fait que nous partions à la télé pour essayer d'informer les personnes les plus sensibles afin que le bébé Ursia Panzo Lancer en trouve sorte, lancer un SOS, c'est ça. un SOS et c'est là où, par là, le Premier ministre aussi est venu, effectivement, qui prend l'engagement au CHU accompagné de Madame la ministre des Affaires sociales pour dire, après l'épuisement des cures de chimio, que l'État devrait prendre la charge d'évacuer Ursa Panzo au niveau de l'Europe, mais qu'il fallait la responsabilité revenait du professeur Kwambon de monter un dossier, de rentrer en contact avec les hôpitaux de l'extérieur afin qu'on ait un devis et pour permettre à l'État de décaisser les fonds pour que Ursia Panzo soit finalement évacué. Et donc, vous me dites qu'à ce niveau-là, donc, le gouvernement est informé, il prend donc la charge, sinon la responsabilité d'évacuer sanitairement la petite Ursia Panzo, c'est cela. Et après, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle n'avait plus été évacuée? Que s'est-il passé? Bon, mais déjà, quand Ursia, elle a eu ce qui était prévu au départ, c'était les quatre cures de chimio. Une fois que les quatre cures de chimio étaient épuisées, l'enfant, elle avait retrouvé, je peux dire, une santé équilibrée par rapport au début quand elle est venue au CHU. Oui. Après, il y a eu un temps mort. Je ne sais pas pourquoi, Un parce temps mort, pourquoi qu'effectivement, exactement? On ne un, vous a pas expliqué? voilà, un temps mort. Parce que nous, pour avoir plus d'informations, déjà que nous ne sommes pas du corps médical, donc il fallait qu'on se retourne auprès du professeur Kwambon, qui devrait nous donner plus d'explications. Et sachant qu'il était souvent aussi en déplacement, et donc nous, ça nous empêchait aussi d'avancer dans le dossier. Mais toutefois, nous étions en contact permanent avec le ministère des Affaires sociales, qui attendait aussi un retour du professeur Nkwambon. Parce qu'effectivement, nous avons rencontré le professeur à plusieurs reprises. Il nous avait bien rassuré qu'il avait le dossier en main, qu'il avait déjà entamé les démarches. Et le jour de la visite du Premier ministre et de la ministre des Affaires sociales, qui se sont échangés des contacts, qu'il avait pris l'engagement
de faire de son possible afin que l'enfant soit évacué. Et jusque-là, on ne nous a jamais présenté un devis. Et le ministère des Affaires sociales aussi, par le biais de la ministre, ils avaient déjà signé ce papier pour évacuer l'enfant. Et donc, on attendait que le devis. Mais dans l'attente du devis, Monsieur Christian Perrin, je vous dis, l'enfant, donc tous les efforts que nous avons eu à fournir, c'était en vain. L'enfant est encore tombé en rechute. Et quand la maladie est revenue, ben, elle est revenue avec une force où l'enfant ne pouvait plus se porter parce que déjà, elle était aussi en état de métastase. Ce sont des termes de santé que je ne maîtrise pas vraiment, mais la maladie s'était Alors, vraiment vous avez répandue dans dit le corps. qu'à un moment donné, après avoir suivi les 4 séances de chimiothérapie, l'enfant a retrouvé un semblant d'équilibre. C'est ça, ce que vous avez dit. Et Effectivement, effectivement. voilà, en attendant qu'on établisse, bien entendu, le devis pour l'évacuation, puisque le gouvernement avait pris donc la responsabilité d'assumer, comme qui dirait, de la prise en charge. L'enfant était où à ce moment-là? Toujours à l'hôpital ou bien on avait fait repartir la famille à Madingu, comme vous l'avez dit? Non, non, quand le gouvernement a pris les choses en main, parce que nous, c'était d'abord notre souhait le plus profond, l'enfant était encore au CHU. Parce que même d'où la visite du Premier ministre, si ma mémoire est encore bonne, le 4 janvier 2022. Et ils ont aussi soutenu l'enfant financièrement, mis les moyens à ce que l'enfant ne manque de rien. En tout cas, ils se sont mobilisés à ce que l'enfant ne manque de rien. Mais après l'épuisement de ces cures de chimio, il fallait en ce moment-là qu'on nous présente un devis et que ce devis devrait aller au ministère. Le Premier ministre avait pris l'engagement d'instruire personnellement le ministre des Finances afin qu'un décaissement soit possible. Mais jusque-là, après, vous allez comprendre, moi, j'étais en déplacement effectivement. La famille ne cessait de m'appeler parce que de façon officielle, nous avons informé la famille pour dire, là, c'est l'État qui s'en charge. Nous, l'association, nous avons réussi à vous faire administrer les 4 cures de chimio. Là, c'est la phase de l'évacuation. Et donc, nous vous laissons à la charge de l'hôpital. Mais malheureusement, la famille, depuis que nous sommes concentrés à gérer d'autres cas sociaux, la famille n'arrêtait pas de nous contacter pour dire qu'ils étaient abandonnés à eux-mêmes, qu'il n'y avait plus de suivi, que l'enfant faisait des fortes fièvres, que l'enfant, elle souffrait énormément, mais il n'y avait plus de traitement. Il n'y a plus de traitement. Donc, il y a eu Est-ce un que, est-ce temps que, mort. est-ce que la famille était en contact, souvent en contact avec le professeur Nkwambon? Oui, oui, la famille était en contact parce que la dernière fois, quand j'arrive à rencontrer le papa de Ursia Panzo, il me fait savoir, oui, ils ont été entretenus et qu'il fallait modifier même le passeport de Ursia Panzo parce il y avait une petite erreur sur sa date de naissance, ce qui fut fait. Donc, pour tous, on était rassurés que l'enfant bah, devait être évacué. Bah, la grande surprise, la famille, quand on passe à l'hôpital, souvent le professeur n'est pas là et on n'avait personne à qui s'adresser de façon officielle pour nous renseigner. Donc, il fallait soit attendre le retour du professeur, donc ça a pris vraiment un laps de temps qui a fait que l'enfant vraiment, elle est tombée en rechute. Alors, donc, si j'ai bien compris, dans ce service-là, si ce n'était pas lui-même le professeur Nkwambon, personne d'autre ne pouvait vous informer, c'est cela? Personne de façon officielle, oui. Personne d'autre ne pouvait nous informer de façon officielle et prendre des engagements. Parce qu'il n'y a que lui qui était aussi en communication directe avec les ministres. Et donc, même nous, l'association, en dehors de la ministre des Affaires sociales euh, qui avait mis à notre proximité la directrice des Affaires sociales pour facilement transmettre des informations auprès de la Madame la ministre. Donc, sinon, il n'y a que le professeur qui pouvait communiquer directement avec, si vous voulez, l'État, en gros. Alors, du moment où le gouvernement, j'allais dire le Premier ministre, prend la responsabilité d'assurer, bien entendu, cette évacuation et le temps d'attendre, bien entendu, vous avez parlé d'un devis que le professeur Nkwambon devrait établir. Il s'est passé combien de temps, finalement, jusqu'au moment Bah, où il s'est l'enfant passé, décède? oui, avant l'enfant décède, bah, si je n'abuse pas, je dirais moins de 3 mois, hein. C'est-à-dire 2 mois et plus, hein, 2 mois et plus. La Donc, famille pendant était deux désespérée. mois et plus, vous avez dit, le professeur Nkwambon n'a pas pu établir le devis pour l'évacuation de l'enfant. C'est cela?
À ce que moi je sache, on ne nous a jamais présenté le devis. Notre dernière rencontre avec le professeur Nkwambon, il y avait même la présidente de l'association Club Jeunesse Consciente du Congo au niveau de la France qui était ici, qui est aussi infirmière. Nous sommes rendus aussi à rencontrer le professeur pour prendre plus des nouvelles. C'est même là où le professeur nous partage, nous fait état de la conversation qu'ils ont eue avec les ministres pour dire qu'il était en attente de leur réponse, mais on ne nous a jamais présenté un devis sur papier. Non, on ne nous a jamais Donc, le présenté un ministre devis. était en attente donc, de ce devis que monsieur ou le professeur Nkwambo n'a jamais établi, c'est cela. À la rigueur, ça n'a jamais existé, on n'a jamais établi ce devis, c'est cela. À notre niveau, on n'a jamais vu de devis en tout cas. Même la famille n'a jamais vu de devis, et ce qui faisait que toutefois, ils n'arrêtaient pas de m'appeler. Et moi, en même temps, je montais l'information au niveau de la directrice des affaires fiscales. Par la suite aussi, transiter les informations à sa hiérarchie. Donc, Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, d'où sort donc le montant de 32 millions qu'on nous a parlé? On nous a dit que le devis devrait faire quelque chose de 32 millions autour de là. non, au départ quand il fallait emmener l'enfant au Maroc, on nous avait présenté un devis que nous avons pu obtenir par la clinique Securex, le docteur Ovaga. Maintenant, dans l'échange avec le professeur, effectivement, il nous avait dit effectivement qu'il y avait un montant qu'il faut les décaisser afin que l'enfant puisse partir en Europe. Et donc, ou soit c'est lui qui allait accompagner cette famille, ou soit il devrait mettre à disposition un collaborateur afin qu'il parte et la maman. Et donc, oui, il avait fait cette confidence qu'il fallait, dans l'estimation, d'après ses dires, qu'il fallait un montant de 40 millions. Et ça, c'était un échange verbal que nous avions eu. Mais malheureusement, on n'avait pas en Échange, possession un devis. pardon, C'était échange échange verbal verbal, oui. avec le professeur Kwambon, Oui, l'échange verbal, oui. En qui présence vous, de la présidente de CGC France, bien sûr. qui vous dira qu'il fallait au moins 40 millions pour évacuer l'enfant. Estimativement, oui, effectivement. Et qu'il avait aussi fait part de cette information au niveau des membres du gouvernement. Donc, dont il Mais était oui, en attente. il a donné l'information aux membres du gouvernement, mais enfin, ce que je ne comprends pas, c'est que à quoi s'attendait-il? Et verbalement, quand il avait communiqué comme ça, le gouvernement devait décaisser de l'argent ou bien cela ne pouvait se faire qu'à travers un devis pour évidemment les questions ou les raisons de traçabilité. Mais Monsieur Christian Perrin, c'est le premier cas qui a fait vraiment la une sur les médias. Et nous n'avons jamais eu un cas d'évacuation. Donc déjà, les démarches, on ne sait pas comment ça se fait. Mais eux, sachant que c'est l'hôpital, ils ont déjà reçu plusieurs cas. Ils savent comment ils font pour évacuer l'enfant. Déjà, nous, c'est comme je viens de vous dire, quand nous avons épuisé nos 5 cures de chimio, nous avons informé de façon officielle la famille et le ministère pour dire que nous sommes arrivés au terme de notre mission, que la responsabilité revenait à l'État pour la continuité et la réalisation de l'évacuation. Parce que ça demandait beaucoup d'argent et nous, en tant qu'association et les partenaires, on ne pouvait pas gérer, prendre cela en charge. Et donc, à ce stade-là, nous n'avons plus accès totalement aux informations. Et donc, tout le temps, il fallait qu'on parte vers le professeur pour avoir des orientations. Et jusque-là, c'est la seule information que nous avons eue. Mais dire qu'on nous avait présenté un devis, nous, en tant qu'association et les parents, je ne pense pas qu'on ait déjà pris connaissance de ces devis-là. Mais verbalement, oui, parce que nous avons eu des échanges directs Oui, avec en le fait, moi, professeur. c'est ce que je voulais un peu comprendre. Lorsqu'il vous parle de 40 millions, vous êtes à quel niveau, à quelle étape exactement? Le gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre, a déjà pris attache avec la famille ou a déjà visité l'enfant, c'est ça? Oui, Et effectivement. lorsqu'il parle de 40 millions jusqu'à la date où l'enfant décède, il s'est écoulé combien de temps, estimativement? Déjà, oui, quand il parle d'argent pour dire qu'il attend le retour du gouvernement, déjà l'enfant est en rechute. Donc, il fallait dans l'immédiat faire partir l'enfant. Et donc, comme il bouge beaucoup, d'après d'abord c'est dire lui-même, il est beaucoup sollicité. Et donc, il y a eu un laps de temps où nous n'avons pas déjà pu le joindre. On échangeait par WhatsApp. Il fallait prendre rendez-vous. Et donc, le Premier ministre passe, ils mettent les fonds à disposition pour les ordonnances qui suivaient. Et l'enfant, donc, c'est en période de rechute, en fait. L'enfant, elle s'était stabilisée à une période donnée. Mais après ce temps de la stabilisation et du rechute, ben, c'est là où il y a eu, en fait, un vide.
C'est ce vide-là dans l'attente qui attire en longueur, en fait. Ce qui a fait que l'enfant, après, elle ne peut plus se porter. Donc, la maladie s'est répandue sur tout le corps. Et c'est par là où les parents m'informent, parce que c'est eux qui m'ont appelé, pour me dire qu'ils étaient repartis à l'Udima, parce qu'il n'y avait plus rien à faire, et que c'est la ministre qui leur avait fait appel pour dire, écoutez, jusque-là, nous n'avons pas pu avoir le devis, et l'état de l'enfant s'est encore aggravé de plus belle, et à ce stade-là, je pense que rien ne pourra se faire. Donc, voilà, elle a été de Et cœur donc, avec la comme famille. quoi, plus rien ne pouvait se faire. C'est la ministre qui vous informe comme ça. Et le professeur lui-même, il est où? Il est dans Brazzaville ou il est à l'extérieur? Non, là, c'est la famille qui me tient informé. Parce que quand la famille a été reçue au cabinet et l'enfant et la maman de Uxia, je n'étais pas présent. Donc, c'est au décès, quand l'enfant décède, ils nous contactent pour nous informer que l'enfant était décédé, qu'ils étaient repartis sur l'ultima après que la ministre les aurait reçus et elle leur avait remis de quoi pour le déplacement et tout ce qui devrait suivre. Et c'est là où le papa me dit, quand ils sont repartis à l'ultima, sachant qu'il n'y a pas un hôpital, donc même si l'enfant pouvait faire des fortes fièvres, rien ne pourrait se faire à ce niveau là-bas. Donc ils ont attendu jusqu'à ce que l'enfant décède et avec le peu d'argent qu'ils avaient reçu, ils ont déjà commencé à faire, à fabriquer le cercueil parce que bon, euh, voilà, ils attendaient qu'ils ont regardé l'enfant mourir. En fait. Chose Alors, on peut vraiment donc, difficile ici. peut-être que ce n'est pas le moment de tirer des conclusions, mais on note visiblement une certaine négligence tout de même du côté du professeur Kwambon, parce qu'on ne peut pas justifier cette situation où le gouvernement déjà a pris la responsabilité d'assumer la charge de cette évacuation et que l'enfant était dans son service à lui de cancérologie. Au-delà de ses voyages, de ses occupations, il savait qu'il avait un cas à suivre, un cas qui était tout de même urgent, il faut le dire. Et qu'est-ce qui justifie que pendant les 3 mois, il n'a pas pu produire un devis qui était attendu alors que, s'il faut dire, les finances étaient disponibles. Bon, là aussi, peut-être qu'on va appeler, on pourra joindre monsieur, disons, le professeur Kwambon pour qu'il nous dise réellement ce qui s'est passé. Mais merci beaucoup d'avoir donc répondu à nos questions, monsieur Klech Luzolo Lanzambi. Est-ce que vous avez une dernière préoccupation qui pourra compter, bien sûr, pour le mot de la fin? Oui, Monsieur Christian Perrin, bon, le mot de la fin, c'est juste vous remercier, vous les hommes des médias, parce que grâce à vous, nous avons pu atteindre le grand public, parce que les cas sont énormes dans notre pays. Et jusqu'aujourd'hui, je reçois des appels des gens qui sont en manque de foi d'information, de savoir qu'il y a des services d'amabilité de pouvoir traiter ce genre de cas. Donc, nous avons même suggéré si nous pouvons travailler en collaboration avec les ministères pour les aider, hein, nous qui avons cette proximité avec la population, pour essayer de communiquer. Parce que des fois, c'est le manque d'information qui fait défaut. Donc, mais je remercie toutes ces personnes de bonne volonté qui nous soutiennent jusqu'à aujourd'hui, parce que le cas Ursia, ce n'est pas le premier cas. Nous avons aussi fait don des mototricycles aux handicapés. Nous avons aussi eu à faire des dons des vêtements et des jouets aux nécessiteux. Donc, nous continuons parce que nous avons comme slogan Amour sans limite. Et notre logo, c'est le cœur, qui le témoigne même par mon nom. Et nous continuerons à aider. Et nous avons besoin de la contribution de tous les citoyens du monde afin que nous puissions partager le peu de sourire dans notre entourage. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès aux soins. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont même pas 2000 francs CFA, 2500 francs pour acheter un produit. Ils sont obligés de se retourner dans des produits qu'on appelle notamment vulgairement Chalina pour se procurer des traitements, deux fois dans l'automédication, ce qui n'est pas normal. Et donc, nous avons cette responsabilité de conscientiser, d'éduquer, de communiquer afin que ce peuple trouve satisfaction dans l'entente. Donc, l'association reste disponible. Nous sommes la voix du peuple. Nous sommes leur porte-parole. Là où le gouvernement n'arrive pas, nous, on peut arriver et transmettre les condoléances à l'État qui, par la suite, qui est censé résoudre les problèmes des citoyens.
Et vous êtes situé où comme ça? C'est quoi déjà au départ? On n'a même pas parlé de votre association. Vous allez nous rappeler quelles sont vos missions? Où est-ce que vous êtes situé? Probablement qu'il y a des Congolais qui voudront se rapprocher de vous. Effectivement, l'association, elle a 4 ans d'existence déjà et elle est située dans le 8e arrondissement de Madjibou, précisément à Mayanga, après la cité de Lemès. Et l'association, aujourd'hui, elle est représentée à Brazzaville comme Pointe-Noire et au niveau de la France aussi. Et nous avons aussi lancé en ce moment l'installation au niveau de Dakar. Nous avons aussi été visiter les prisons parce que, effectivement, nous avons voulu nous imprimer de ce qui se passe à l'extérieur pour aussi venir et essayer d'apporter une touche dans notre pays, que nous Vous avons avez, apprécié vous d'ailleurs. avez, vous avez un site internet, un numéro de téléphone, des contacts. Oui, oui, c'est le 242 06 632 50 84, 06 632 50 84 et le 05 649 27 20. Et nous avons le site www.cjc.com. Là où on peut trouver en historique toutes nos activités. Bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, Monsieur Klech Luzolo Lanzambi. Je rappelle que vous êtes président du club Jeunesse Consciente. Merci d'avoir répondu à nos questions. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons été très heureux de vous avoir compté parmi nous. Likez, partagez. Vous pouvez également nous soutenir en envoyant les étoiles. Pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur TLR TV, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenus de nos prochains numéros. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, prenez vraiment soin de vous. Merci.